Bonjour, voici le chapitre 1 d'EMC. Il s'intitule Citoyenneté et République. Dans ce premier chapitre, nous allons voir trois parties. Tout d'abord, les valeurs, les principes et les symboles de la République. Puis, nous verrons nationalité, citoyenneté française et citoyenneté européenne. Et enfin, en troisième partie, l'exercice de la citoyenneté. Alors, commençons par les valeurs, les principes et les symboles de la République. Les valeurs et les principes. Depuis la Révolution de 1789, les Français sont des citoyens. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, tout simplement que chaque personne qui vit en France a le droit de participer à la vie politique. Les Français ont choisi alors comme mode de gouvernement la République. Que signifie le mot République? Il vient du latin res publica, la chose publique. C'est donc un régime politique dans lequel la souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir de décider, appartient au peuple. Aujourd'hui, en France, nous sommes sous le régime de la Ve République. Toute république dépend d'une constitution, c'est-à-dire d'une loi fondamentale qui garantit les libertés des citoyens et qui fixe l'organisation des pouvoirs politiques. Commençons tout d'abord par voir l'article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958. Dans cet article 1, nous constatons que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Ces quatre adjectifs déterminent les valeurs ou les principes de la République. Voyons ce qu'ils signifient. Alors tout d'abord, la République est indivisible. Cela signifie que la loi est la même pour tous et chacun dispose des mêmes droits. La République est laïque. Alors nous verrons tout à l'heure ce que cela signifie. Je laisse de côté pour l'instant. Ensuite, la République est démocratique. Cela veut dire que le peuple est souverain. Le suffrage universel donne les mêmes droits politiques à tous les citoyens. Enfin, la République est sociale. C'est-à-dire que la République renforce l'égalité entre tous les citoyens. Par exemple, c'est la République qui a rendu l'école gratuite, obligatoire et laïque. Autre exemple, elle a permis à tout le monde l'accès aux soins en créant la sécurité sociale. Voyons maintenant les principes de la laïcité. Quand la laïcité est-elle mise en place en France? À partir de la loi de séparation des églises et de l'État en 1905. Si vous vous souvenez, à l'époque de Louis XIV, tous les sujets du roi devaient être catholiques. Alors, qu'est-ce que ça signifie la laïcité? Il y a deux éléments. Premier élément, chaque citoyen est libre de penser et de croire comme il l'entend. Il peut donc pratiquer n'importe quelle religion ou ne pas en avoir. Deuxième principe, l'État ne favorise aucune religion. Voyons maintenant les symboles de la République. J'imagine que vous en connaissez un certain nombre. Il y en a 4. Alors, vous allez pouvoir vérifier en même temps que moi ce que sont ces 4 symboles. Tout d'abord, la devise de la République. Liberté, égalité, fraternité. Il y a aussi le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. La Marseillaise, l'hymne national, et enfin l'effigie de Marianne. Tous ces symboles sont des objets ou des personnages qui représentent une idée, c'est-à-dire ici la République. Deuxième partie, nationalité, citoyenneté française et citoyenneté européenne. Alors, tout d'abord, la nationalité. Comment devient-on français?
il y a 4 possibilités. Tout d'abord, par le droit du sang. C'est-à-dire que si un de mes parents est français, je suis français dès la naissance. Principe fondamental. Si ce n'est pas le cas, il y a 3 autres possibilités pour obtenir la nationalité française. Par le droit du sol. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que je suis né de parents étrangers sur le territoire français. Ça, c'est quelque chose d'important. Aucun de mes parents n'est donc français, mais je suis né en France. À partir de 16 ans ou 18 ans, si je suis en France depuis au moins 5 ans, j'ai la possibilité de demander la nationalité française. Autre possibilité, la troisième, par naturalisation. Cela concerne uniquement les adultes. Si je vis en France depuis au moins 5 ans, je peux demander la nationalité française. Exemple, je suis indien, j'ai 35 ans et je vis en France depuis l'âge de 30 ans. Donc cela fait déjà 5 ans que je vis en France, je peux demander la nationalité française. Dans ce cas, je passerai un examen pour montrer que je maîtrise la langue française et je devrais signer et approuver la charte des droits et des devoirs du citoyen français. Enfin, quatrième possibilité, par mariage. Je suis marié avec un Français ou une Française, je suis étranger, nous sommes mariés depuis au moins 4 ans, j'ai la possibilité de demander la nationalité française et comme pour la naturalisation, je passerai un examen pour savoir si je maîtrise la langue française. Voilà les 4 possibilités pour être français. Il existe aussi une citoyenneté européenne. Comme ce texte l'indique, c'est-à-dire le traité de l'Union européenne qui a mis en place la citoyenneté européenne, est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. Il y a 27 pays membres, donc un Français, un Allemand, un Portugais, un Belge, un Grec, un Finlandais à la nationalité à la citoyenneté européenne. Quel droit accorde cette citoyenneté européenne? Tout d'abord, le droit de circuler, de séjourner librement sur le territoire des États membres. Donc, je peux circuler librement en Grèce, en République tchèque, etc. Deuxième droit, celui de voter et d'être élu aux élections au Parlement européen, puisque tous les 6 ans, il y a des élections européennes, et également aux élections municipales dans l'État membre où la personne réside. Je vous donne un exemple. Je suis français, je vis en Allemagne dans la ville de Francfort depuis un certain nombre d'années, se présentent des élections municipales à Francfort. J'ai la possibilité de participer à ces élections. Pourquoi? Parce que je suis français, donc citoyen d'un État membre de l'UE, et je vis à Francfort, donc en Allemagne, État membre aussi de l'Union européenne. Voyons maintenant les droits et les obligations pour tous les habitants de France, c'est-à-dire les citoyens et les étrangers. Ils ont des droits civils, c'est-à-dire qu'ils ont des droits en tant qu'individus. Par exemple, le droit de s'exprimer librement dans les médias, le droit à la sécurité, le respect de la vie privée et également la possibilité de circuler librement sur le territoire français. Les étrangers et les citoyens français ont également des droits sociaux, c'est-à-dire des droits qui leur permettent de vivre en société, donc avec les autres. Par exemple, le droit de manifester, de faire grève ou d'appartenir à un syndicat. Le droit à la scolarité, qui existe en France
depuis l'âge de 3 ans, auparavant c'était 6 ans, jusqu'à l'âge de 16 ans. Enfin, le droit aux soins, c'est-à-dire à la santé, et également, il existe en France un revenu minimum qu'on appelle aujourd'hui le RSA, revenu de solidarité active, qui a succédé au RMI, revenu minimum d'insertion. Mais les habitants qui vivent en France ont aussi des obligations. S'il y a des droits, il y a des obligations. Évidemment, respecter les lois, payer des impôts, notamment sur le revenu, et aussi payer des cotisations sociales qui permettent de financer la sécurité sociale et les retraites. Troisième et dernière partie, l'exercice de la citoyenneté. Nous avons vu qu'il y a des droits civils et des droits sociaux pour les citoyens. Ils ont également des droits politiques. Bien sûr, le droit de vote. Alors, pour voter en France, il faut avoir la nationalité française, bien sûr, 18 ans minimum, être inscrit sur les listes électorales et disposer de ses droits civils et politiques. Les élections en France ont lieu au suffrage universel, c'est-à-dire que toutes les personnes, hommes et femmes, âgées d'au moins 18 ans, peuvent participer aux élections, peuvent voter. On parle alors de droit politique, le droit de participer à la vie politique de son pays, donc par le droit de vote, et la possibilité aussi d'être éligible, c'est-à-dire de se présenter en tant que candidat aux élections. Il y a également les droits pour les femmes, puisqu'elles sont aussi citoyennes. La particularité, c'est que les femmes sont victimes d'une discrimination qu'on appelle le sexisme, comme vous le savez, à savoir comportement de ceux qui considèrent que les femmes et les hommes ne sont pas égaux. Dans la très grande majorité des pays, ces discriminations apparaissent dans plusieurs cas. Tout d'abord, les salaires. Les salaires des femmes sont inférieurs à ceux des hommes, 17% de moins en France. Ensuite, elles subissent des violences de la part des hommes, 35% des femmes dans le monde, c'est plus du tiers, c'est énorme. Et il n'y a pas de parité homme-femme en politique. En France, c'est le cas. Les femmes, depuis la fin du XIXe siècle, en Europe et aux États-Unis, ont milité et lutté pour obtenir l'égalité des droits avec les hommes. Alors, comme le montre la frise chronologique, le combat des femmes pour l'égalité donc remonte à la fin du XIXe et surtout au XXe siècle. Il a commencé par le droit de vote, accordé à la fin de la Première Guerre mondiale en Angleterre et aux États-Unis. Et puis pour la France, il a fallu attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tout comme en Italie. Et ce combat se poursuit dans les années 60 et 1970 par le droit des femmes à disposer de leur corps grâce à la pilule contraceptive et en 1975 la loi Simone Veil sur l'avortement. Alors depuis les années 2000, il existe des lois sur la parité homme-femme en politique. Elles ont permis d'élire 50% de femmes aux élections départementales, mais dans ce domaine, comme dans celui des salaires, on peut constater que les discriminations demeurent et qu'il y a encore des combats à mener. Enfin, terminons par les différentes déclarations des droits de l'homme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une déclaration? Un texte de référence adopté par des États ou par les Nations Unies, mais qui n'a qu'une valeur de recommandation. Donc des principes fondamentaux vers lesquels il faut tendre. Évidemment, en France, il y a tout d'abord la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, où sont affirmées la liberté individuelle et l'égalité pour tous.
La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, celle de l'ONU, reprend évidemment tous les droits de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais à portée universelle, évidemment. Enfin, il existe une convention des droits de l'enfant, instituée toujours par les Nations Unies et qui date de 1989.